Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro au Sud. Aujourd'hui, je vous emmène dans une région que l'on appelle la Petite Toscane du Gers, du côté de Lectoure. Au menu de cette émission, je vais aller à la découverte des secrets du bleu de Lectoure, un précieux pigment qui a fait la renommée de la région au XVIe siècle. Un trio ambitieux, Jean-Marie, Cécile et Séverine s'est lancé le défi de le remettre au goût du jour. J'irai aussi visiter le château de Lectoure, dont l'histoire est étonnante. D'abord demeure des comtes d'Armagnac, il est devenu un hôpital, puis un trésor pour les brocanteurs. Je m'intéresserai ensuite à un instrument qui a bien failli disparaître, la boë, la cornemuse locale. Mais d'abord, je vous emmène à quelques kilomètres d'ici, à la ferme des Sourciers. Allons découvrir l'agriculture du futur. C'est parti! Salut Marion. Salut Émilie. Ça va? Plein de route? Oui, impeccable. Alors c'est ici que tu travailles? Voilà, c'est ça, c'est les serres. Waouh! Voilà, la petite micro-ferme. Marion cultive une centaine d'espèces, des plantes aromatiques, des fleurs comestibles, mais aussi des légumes anciens. Elle a créé sa ferme hydroponique avec son mari en 2013, une première en France. Leur mode de culture en serre est surprenant par sa simplicité. Les plantes poussent directement dans l'eau, une eau enrichie en nutriments. Là, on a des petits basiliques. Ils sont tout bébés, hein, ceux-là. Donc là, c'est du basilic vert assez classique. Donc tu vois, Attends, mais là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Regardez bien. Il n'y a pas de terre, il y a juste de l'eau. Mais j'imagine qu'il y a quand même quelque chose dans cette eau pour que ça puisse pousser. Ah oui, la technique de l'hydroponie, ça veut dire que la nourriture est apportée par l'eau. Donc ici, on apporte à la fois des éléments minéraux et organiques, exactement comme ce que les plantes peuvent trouver dans la terre, sauf que c'est nous qui les apportons avec des engrais qui sont du coup liquides. Et du coup, comme c'est dans l'eau, c'est disponible et les petites racines, elles peuvent venir les manger. T'en as d'autres où on voit un petit peu mieux les racines? Ah ouais, je vais te montrer ça. Du coup, là-bas, on va voir les petits poireaux. Attention, t'es prête à voir les petites racines du poireau? Vas-y. Et... Ah oui, rien à voir avec le basilic. Et oui, là, elles ont grandi. Pourtant, dans quelques jours, le basilic va avoir des racines comme ça. C'est incroyable. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça, ces racines. D'habitude, elles sont enfouies dans la terre. Ah ouais, c'est dommage. Alors qu'en plus, c'est un bon indicateur de santé. On peut voir en fonction de leur couleur. Plus elles sont blanches, plus ça veut dire que la plante est en bonne santé. Là, il a l'air d'aller très bien, ce poireau. Il va très bien. Leur ferme connaît un succès fou. Tous les jours, Marion livre les chefs cuisiniers de la région avant le service du midi. Les clients peuvent alors déguster des herbes cueillies il y a à peine quelques heures, des atouts fraîcheur et gustatifs essentiels. Ça y est, on a notre kilo de moutarde. Et tout ça, ça part chez les restaurateurs. Tout ça, ça part là tout de suite chez les chefs. Et du coup, ce sera servi au service de midi. C'est génial parce qu'en termes de goût et d'apport nutritif, ça change tout. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'ils adorent travailler avec nous, parce que quelque chose d'aussi frais, ils ne le trouvent pas ailleurs. Et les gens, quand ils le mangent, c'est beaucoup plus nutritif parce qu'il y a encore toutes les vitamines dedans, tous les arômes. Mais ça fait toute la différence, hein, vraiment. Regarde comme c'est beau, là. On voit vraiment que ça vient juste d'être récolté. Il y a encore toute la sève dans les feuilles qui sont bien rigides, adressées vers le haut. Ni les pesticides, ni même les produits autorisés par l'agriculture biologique ne sont utilisés à la ferme. En revanche, Marion a implanté des insectes prédateurs qui protègent les cultures. On va récolter des fleurs de moutarde. C'est ces petites fleurs jaunes là qui sont succulentes. Tout se mange. Tout se mange, la fleur, la feuille, la tige. Donc t'as que à attraper la petite tête et avec les doigts de pincer, comme ça se casse normalement très facilement. À l'endroit où les fleurs s'arrêtent. Exactement. Voilà. Ensuite, les chefs ils s'occuperont de les séparer et de les mettre pour décorer leurs assiettes. Nous on leur met les petits bouquets et eux, ils se débrouilleront pour faire une belle œuvre d'art. Je peux goûter? Ah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. C'est un petit goût de chou, c'est de la moutarde mais ça pique pas trop. C'est assez doux, un peu sucré. Ça pique un peu quand même. Et donc l'idée de faire de l'hydroponie t'est venue en Argentine. Parce que vous aviez un 2 pièces, vous n'aviez pas de jardin. Du coup, on a commencé sur notre petit balcon et l'idée c'était juste de se faire des petites plantes pour nous, pour avoir une certaine autonomie alimentaire. Donc on avait un système tout petit, hein, 1 mètre carré. Et on se faisait déjà nos salades, nos petites herbes aromatiques. Et ça marchait vachement bien tout de suite. Et là, c'est très gratifiant de voir qu'on arrive à faire pousser des super belles plantes qui ont beaucoup de goût. Et donc on a fait ça pendant 2 ans, jusqu'au jour où on a dit est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça à plus grande échelle. La première année, ça a très bien marché.
On a tout de suite vendu aux chefs qui ne trouvaient pas en fait, de produits frais localement. Surtout sur les herbes aromatiques rares, les fleurs comestibles, il n'y a pas de producteurs ici. Vous n'avez pas piqué la place d'agriculteurs qui produisaient de façon plus traditionnelle? Non, pas du tout. Et en plus, on n'a pas du tout une philosophie. Je ne pense pas que l'hydroponie ait vocation à remplacer la terre, mais pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose de complémentaire. C'est une bonne technique quand on n'a pas de terre, ou alors si la terre est polluée, pour faire pousser des plantes sur un toit aussi, parce que c'est très léger du coup finalement. Ou alors quand on n'a pas beaucoup d'eau, parce que c'est des grandes économies en eau. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, l'hydroponie. C'est vraiment comment faire pousser des plantes quand on n'a pas de terre à disposition. Ça permet de ramener l'agriculture dans les villes. Et c'est vraiment, chacun a accès à ce mode de culture. Chacun chez soi peut se faire un petit système hydroponique. Si ça t'amuse d'ailleurs, après je peux te montrer comment on fait un petit système Ah bah j'aimerais maison. beaucoup justement. C'est vrai? Parce que tu vois, j'ai pas de jardin. J'aimerais bien savoir comment on fait. Parfait, mais parfait. On a le bac, On a notre bac. Alors ensuite tu la prends planche de polystyrène. exactement une planche de polystyrène. On va mettre de l'eau au fond de notre bac. Hop. Voilà. Ce qui est important, c'est que ton bac, bon, déjà, il soit assez solide parce que l'eau, ça pèse et ça va pousser sur tous les côtés. C'est aussi important qu'il soit de couleur opaque. Parce que si tu as un bac qui est transparent, ben, il va y avoir des algues qui vont s'installer très rapidement et du coup, ça va être une catastrophe. Pour le premier essai, on va prendre notre petit verre. Voilà. Du coup, je les mets assez bas et on va mettre ces billes d'argile dedans. Uniquement pour faire tenir la plante. Exactement. Et hop, je te laisse l'installer. Donc là, c'est très simple. En fait, tu as deux options. De la nourriture soit minérale, soit organique, soit faire un mix entre les deux. Et tu rajoutes directement dans l'eau. L'autre chose qui va nous manquer, ça va être de l'oxygène. Parce que les plantes, elles ont vraiment besoin d'oxygène pour grandir. Et donc là encore, ça se trouve en magasin d'aquariophilie. Hop. Une petite pompe à oxygène qui consomme rien du tout. On le faufile sous le raft. Regarde un petit peu les bulles de champagne que ça nous donne. Et là, c'est terminé. Et là, c'est terminé. La plante a tout ce qu'il Tu faut. le mets près de ta fenêtre pour qu'il y ait un peu de lumière. Et tu vas voir, tu vas pouvoir te régaler. D'ici 4 semaines, tu auras une salade. Et voilà, donc là on a notre premier kit d'hydroponie. Si vous aussi vous n'avez pas de jardin, si vous avez un petit appartement ou si vous voulez apprendre de toutes nouvelles techniques, vous pouvez vous lancer dans l'hydroponie et vous avez vu c'est super simple alors que moi je suis pas très manuelle. Vous pouvez aussi aller sur la page YouTube Les Sourciers. Marion fait des vidéos chaque semaine pour en savoir plus sur l'hydroponie. Je me dirige maintenant vers un autre type de plantation. Je vais aller découvrir les secrets du pastel. Cette plante magique produit le fameux bleu de Lectoure et il a fait la renommée de la région au XVIe siècle. Ah, bah ça doit être Jean-Marie qui m'attend tout près de son champ de pastel. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Émilie. Tu vas bien? Oui, très bien. Voilà. Alors je savais que le pastel était jaune. Oui. On a quand même du mal à croire que cette fleur jaune donne Ouais. du bleu de Lectoure. Quand même, comment ça se fait? On ne fait pas le bleu avec les fleurs, on les fait avec les feuilles. Avec les feuilles. Avec mais, les feuilles. mais les feuilles, elles sont pas bleues, elles sont vertes. Elles sont vertes, oui. Et dans ces feuilles, il y a des molécules qui nous permettent d'avoir ce bleu-là qu'on recherche pour teindre les vêtements, voilà, toutes sortes de choses. Ça fait 38 ans que tu es agriculteur, mais ça fait seulement 2 ans que tu produis du pastel. Pourquoi? Bien parce que je cherchais une nouvelle culture et il s'est trouvé que l'entreprise du bleu de Lectoure a fermé en 2016 et avec 2 salariés du bleu de Lectoure, nous avons Décidé de sauver l'entreprise. exactement le bleu, le pastel. Le pastel est plutôt simple à cultiver. C'est une plante assez robuste qui résiste facilement aux maladies. Au total, 1 tonne de feuilles de pastel est nécessaire pour obtenir seulement 2 kg de pigments. Une fois les feuilles de pastel cueillies, elles doivent immédiatement macérer dans l'eau. Bonjour. 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 Alors, qui est Séverine, qui est Cécile? Séverine, enchantée, et Cécile. Enchantée. J'étais avec Jean-Marie dans son champ et il m'assure que grâce au pastel, on peut faire le bleu de Lectoure. Et j'aimerais bien voir ça. Ok, donc là, tu as mis les feuilles à macérer.
Voilà, dans de l'eau. Donc je vais te montrer, tu vas voir. Donc ça a une couleur un peu tisane. Et donc on voit quand même apparaître cette petite pellicule. Sur les bords du verre, on voit déjà le bleu, oui. Tout à fait, qui est vraiment présent. Donc là, ce liquide, on va le mettre ensuite en contact avec l'oxygène de manière permanente pendant 1h30 à 2 heures. Et ensuite, on va laisser complètement reposer. Et le lendemain matin, on va retirer l'eau de la surface et récupérer la pâte qui s'est déposée sur le fond. Et cette pâte est bleue, et je te la montre. Regarde. Ça donne ça. Voilà. Donc ce pigment, ensuite, on va donc le faire sécher, le filtrer et le broyer. Et je vais te montrer le résultat. C'est vraiment de l'or bleu. Magnifique. Regardez de plus près. Ensuite, il faut préparer le concentré de teinture avec du pastel, de la fleur de chaux qui sert de base et le fructose qui réduit l'oxygène, permettant ainsi au pigment de redevenir soluble. Il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau chaude, à mélanger et c'est prêt. Ah, ça y est, ça commence à devenir bleu. Alors, à force de touiller, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est la couleur de la nappe. Alors, la suite. La suite, donc Cécile m'a préparé un concentré. Je vais pouvoir recharger ma cuve de teinture pour continuer le travail de la journée. Donc on va mélanger un petit peu. Donc on voit bien que là, l'eau n'est pas du tout bleue. Hein. Non. Alors ce que tu peux faire, c'est me passer une écharpe. Donc on teint que des matières naturelles. Ça, c'est une écharpe en voile de coton. Voilà. Donc, tu teins de la soie, du coton. Du lin, de la laine, tout ce qui est fibre naturelle. On va prendre la teinture. Le synthétique, c'est pas qu'on veut pas, mais soit ça prend pas, soit ça tient pas. Donc tu vois les pièces, hop, je les plonge dans la cuve de teinture. Avec mon bâton, je remonte l'oxygène. C'est étonnant, c'est complètement marron. Marron jaune. Donc tu vois à travers, on voit qu'il y a des poches d'air qui se forment. Et ceux-là, en fait, il faut que je les retire pour pas faire de taches. Hop. Bon, les premiers bains sont relativement rapides. Hein. On laisse quelques minutes le tissu. Bah, elle est jaune là dès que tu la sors. Dès que je la sors, et on voit à l'œil nu, Elle commence à devenir verte. voilà, Ah, et c'est au moment où tu les sors que ça devient bleu. que le bleu apparaît. Voilà. Donc là, on va pouvoir l'étendre pour que l'air circule partout, comme il faut, uniformément. Et c'est dingue, c'est devenu bleu au contact de l'air. Tout à fait. Alors ce qu'on fera après, on va les plonger dans l'eau froide. L'eau froide va enlever toutes les impuretés sur le textile. À l'eau, ça partira du coup, Tout à fait. et ce sera complètement homogène. Voilà. Là, tu vois, le rinçage a enlevé toutes les impuretés de l'écharpe. Là, on a beaucoup plus de bleu que de vert. Par exemple, celle-ci a eu qu'un seul bain, et celle-ci, tu l'as rincée. Celle-ci, je l'ai rincée. Elle a un bain aussi, mais elle a été rincée à l'eau claire. C'est incroyable comment ça Ouais. réagit à l'eau. Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans l'eau froide, on a plus d'oxygène que dans l'air. Donc, en fait, ça va accélérer le procédé et enlever toutes les impuretés du tissu. Et après 3 bains, ça donnera ça. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, le pastel est remis à l'honneur grâce à cette petite entreprise gersoise qui exporte près de 20% de sa marchandise à travers l'Europe. Le bleu de Lectoure a bien failli disparaître, mais grâce à ces 3 ambitieux, il prospère à nouveau dans le Gers. On va maintenant s'intéresser à toute autre chose qui a aussi failli disparaître, la Boheu. Je vous en dis pas plus, on voit tout ça avec Bertrand Gauthier et ses élèves, et en musique. Un, deux. La cornemuse gasconne. Elle avait totalement disparu pendant une quarantaine d'années, mais elle fait son grand retour dans les années 80, grâce aux musiques traditionnelles françaises qui ont été remises au goût du jour. Plusieurs types de cornemuse sont alors créés et chacun peut trouver le modèle qui correspond à sa sensibilité. Bien maintenir la pression. Hein. Moi, il y a un endroit où je me trouve vraiment bien, c'est sur une chaise avec un coude de chaque côté d'une assiette et un verre devant.
Mais quand on a bien mangé et bien bu, et ça c'est depuis des siècles et des siècles, on a envie de se lever et de faire autre chose. Et les gens avant ne repartaient pas sur leur portable ou leur tablette. Et que faisaient-ils? Ils se levaient et ils allaient dans le jardin ou là où on pouvait et on dansait. Et nous, notre plaisir, c'est vraiment de créer de la convivialité. Et bien pour nous, le but est quand même presque atteint. On est en pleine expansion. Dès 2013, Bertrand relance la cornemuse avec quelques élèves qui jouent chez lui. Aujourd'hui, le groupe s'est agrandi et ils sont près d'une vingtaine à jouer à Lectoure. Le porte-vent est en bois et la grande poche de la boueux est en cuir. Autrefois, elle était en peau d'agneau retournée avec les poils à l'intérieur. Cet instrument atypique était utilisé au XIXe siècle dans l'ensemble des Landes de Gascogne pour animer les fêtes locales. Vu l'ambiance et vu le regard des enfants, la cornemuse gersoise a encore de nombreuses années devant elle. Je vous emmène maintenant au château de Lectoure et on va retrouver Brice qui connaît ses moindres secrets. Les comtes d'Armagnac s'installent au château de Lectoure au milieu du XIVe siècle. Le château est très bien situé car il est au centre du comté, sur une colline qui domine la vallée du Gers. Il est donc protégé par le relief. Lectoure devient alors le siège de leur territoire, un territoire devenu si vaste qu'il inquiète le roi de France. Salut Brice, Bonjour Mimi. ça va? Très bien. Bienvenue à Lectoure. Merci. À partir du XVIe siècle, les comtes d'Armagnac disparaissent et ce château est transformé. Et dans ce château, on installe des représentants du roi. On transforme les intérieurs aussi pour en faire des prisons. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'adore ici, qui s'est passée, je sais pas, à peu près ici, avec le duc de Montmorency. Henri II de Montmorency. Donc là, on fait un petit bond, on se retrouve au début du XVIIe siècle. Le duc de Montmorency est enfermé dans cette prison. Ce qui va se passer, c'est que ce duc est particulièrement beau. Il fait fondre toutes les dames du château, ou de la cour en tout cas. Et elles essayent de le faire s'évader. Tu peux me raconter en détail ce qui s'est passé? Alors la petite légende qui s'adosse à l'histoire, à la grande histoire, elle l'aurait aperçu et se disant qu'un homme si beau ne peut pas rester derrière des barreaux, ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est complètement normal. Elles vont livrer un grand gâteau avec une échelle en soie dedans. Henri II de Montmorency voit sa chance pour s'évader et il demande à son valet, qui est avec lui, de passer en premier. Donc vraisemblablement, ce serait par une ouverture comme celle-ci qu'on aperçoit. Voilà. Il déploie l'échelle, le valet passe, tout va bien. Et Henri II de Montmorency, derrière, l'échelle est un peu trop courte, lui il est peut-être maladroit aussi. En tout cas, il tombe, se brise la jambe et les soldats viennent le capturer une deuxième fois. Et cette fois, il n'est pas emprisonné, il est décapité à Toulouse. Ce qui est étonnant avec ce château, c'est qu'il a eu plusieurs vies. Oui, au début du XVIIIe siècle, il n'y a plus de gouverneur ici. C'est un pierrier, c'est-à-dire que les gens de Lectoure viennent chercher leurs pierres pour leur maison. Ce massacre, l'évêque de Lectoure en 1750 veut l'arrêter et demande à la couronne de France de racheter le bien, ce qu'il fait, et décide de construire ce grand hôpital qui va ouvrir exactement en 1759. Donc il est passé de château à hôpital. Et c'est resté un hôpital jusqu'en 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce château a eu une troisième vie. Je vous propose d'aller à l'intérieur pour voir ce que c'est devenu et vous allez voir, c'est surprenant. Ce lieu magique est devenu un paradis pour les brocanteurs. Une trentaine d'exposants a investi les lieux et on trouve absolument de tout. Ouais, et c'est que des originaux ici.
Une trentaine d'artistes et d'antiquaires ont investi les lieux depuis 4 ans. Salut Didier. Bonjour, ça va? Oui, merci. C'est l'homme donc de la situation, le gardien des clés. Parce que c'est grâce à toi si aujourd'hui le village des brocanteurs existe. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est surtout un rêve que j'avais. Et j'ai trouvé ce lieu magique et je suis allé voir le maire et je lui ai demandé si on pouvait monter un village pendant 3 jours. Enfin, faire un village de brocanteurs pendant 3 jours. Il m'a dit oui, après 1 mois. Et après ce mois, vu le monde qu'on a vu, ben, on est resté. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que ça dure. Voilà. Génial. Et ça continue. Mais ce que je voulais surtout créer, c'était un lieu qui soit, qui en ait autant pour les gens à 1 euro qu'à 6 000 ou 7 000. Un lieu populaire, c'est ça que je voulais surtout. Qu'il y ait des brocanteurs, des antiquaires mélangés. Et c'est ce qu'on a réussi. Voilà. J'ai eu l'occasion de déambuler un petit peu, mais Ouais. tu me montres parce que c'est quand même chez toi ici. Moi, c'est pas chez moi, non. On est locataires, c'est pas pareil. Alors Didier, j'entends souvent dire que pour être brocanteur, il faut avoir un instinct. C'est vrai ou pas? Oui. L'instinct, c'est de savoir trouver l'objet insolite, par exemple. Là, vous voyez, ça s'appelle une fouenne, c'est 18e. Et quand je l'ai trouvé, je me suis posé la question de savoir ce que c'était. Mais je l'ai quand même acheté sans savoir ce que c'était. Tu savais pas à quoi ça servait et tu l'as acheté? Non, je l'ai acheté parce que j'ai vu que c'était un objet... Et ça sert à quoi? C'est pour attraper les anguilles, hein, c'est tout simple. Objet insolite. Tout forgé à la main. Attraper les anguilles et tu l'as acheté? Ouais, tout à fait. C'est dingue, on trouve de tout et n'importe quoi ici. Ça doit être une sacrée source d'inspiration ici. C'est un lieu unique, c'est des lumières magnifiques, c'est des objets... C'est merveilleux à peindre. C'est des journées formidables. Même les sous-sols du château ont été transformés en ateliers. Ils sont occupés par 8 artistes qui exposent leurs toiles de façon permanente. Et voilà dans quel état les serrures arrivent. Il y a encore des toiles d'araignée dessus. Voilà. Et vous avez 4-5 heures, quelquefois 10 heures de travail pour... 10 heures de donc, travail pour restaurer voilà. une vieille serrure. Regardez, au bout de 9 heures de travail, ce qui se passe. Ça, c'est 9 heures de travail Voilà. pour restaurer cette serrure. Voilà. 18e, à double clé. Parce qu'en fait, quand vous la recevez, elle ne fonctionne plus. Vous ne pouvez du plus tout. tourner la clé. Plus du tout. Vous voyez, elle est même ciselée par celui qui l'a fabriquée. C'est un compagnon, je pense, qui a fait cette serrure. Et elle est à double clé. Voilà la partie qui va ici, que je vais apposer. Voilà. Il y en a que très peu aujourd'hui des serruriers comme vous qui arrivent à restaurer ce type de serrure. J'en connais aucun. Vous êtes peut-être le Voilà, dernier. En peut-être, fait. je suis peut-être le dernier. Didier, tu as eu le droit d'investir la chapelle. Oui, voilà. Alors ça, c'est l'endroit le plus beau qu'on ait. C'est difficile de Ouais, faire c'est mieux. difficile, c'est difficile, mais c'est un lieu magique. Tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir Ouais. entreposer des objets Ouais, ici. mais cette chance, on se l'est donnée parce que la chapelle, on a travaillé comme des fous pour nettoyer, pour changer les carreaux, parce que c'est quand même classé. La chapelle est 18e. Et voilà le résultat que ça donne. Voilà. Et c'est le lieu le plus fréquenté en semaine et le week-end. Comme c'était à l'abandon, ça redonne une Oui, tout nouvelle à fait. vie aussi à cette chapelle. Tout à fait. Ça, les autres pièces, c'est pareil, c'est à l'identique, ça fait revivre le lieu, et il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Quoi. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait que ça vit. Voilà, ça, c'est important. Bon Didier, pour finir cette émission, tu as bien une petite anecdote à me raconter. Oui, j'en ai une qui n'est pas trop mal. Au 17e et 18e, un brocanteur, on les appelait des paillarrotes. Ces gens-là ramassaient les plumes, les peaux de lapin. Et ramasser tout, quoi. Et ils ramassaient tout. Voilà comment c'est devenu après, par la suite, des brocanteurs. Voilà. Merci beaucoup Didier pour cette anecdote et cette visite. J'en profite aussi pour remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au Sud. Merci.